Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous à ce Facebook Live en direct des bureaux des Fonds de recherche du Québec à Montréal. Julien Chapdelaine pour le Fonds de recherche du Québec, conseiller stratégique en médias sociaux. C'est moi qui vais être derrière la console pour essayer de prendre vos questions, vos commentaires durant le Facebook Live de Dorothée et Julie là, qui se préparent en arrière de moi, qui sont bien heureuses de vous présenter les résultats d'un rapport qu'ils ont présenté avec le comité intersectoriel étudiant et plusieurs autres étudiants à la grandeur du Québec là, depuis presque 1 an et demi. Je vais laisser les filles vous faire cette présentation-là dans quelques instants. Sachez en partant que cette présentation-là, le vidéo va être disponible par la suite, bien sûr, sur la page des Fonds de recherche du Québec, mais également sur notre chaîne YouTube là, que vous allez pouvoir retrouver dans nos différents liens. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la page des Fonds de recherche du Québec. C'est des nouvelles qui touchent le milieu étudiant, les programmes de bourse, en lien également avec les Fonds de recherche du Québec, mais aussi d'autres sujets qui peuvent vous toucher. Donc, je laisse Julie et Dorothée commencer leur présentation. N'hésitez pas, tout au long de la présentation, à nous écrire des questions. Merci, Julien, de cette introduction. Donc, je m'appelle Dorothée Charret-Belzile. Je suis candidate au doctorat en psychologie à l'Université Laval et j'ai présidé là, le groupe de travail sur la situation des postdoctorants et des postdoctorantes dont on vous livre là, les conclusions aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Et je suis présidente désignée du comité intersectoriel étudiant des Fonds de recherche du Québec. Bonjour, je suis Julie Morin-Riva, je suis postdoctorante à l'Université du Québec à Rimouski et je suis membre du CIE depuis 2018. Donc je présente avec Dorothée le rapport sur les postdoctorants au Québec. Le CIE ou le comité intersectoriel étudiant, là, comme on l'a nommé plus tôt puis auquel on va faire référence là, souvent, probablement au cours de notre présentation. En fait, c'est un comité statutaire des Fonds de recherche du Québec qui conseille le scientifique en chef du Québec ainsi que les conseils d'administration des 3 fonds sur les enjeux relatifs à la relève. Plus spécifiquement en termes d'accessibilité au financement, comme vous pouvez le voir là, ici, l'accessibilité au financement au cycle supérieur, l'excellence de la relève en recherche, mais aussi les efforts de rayonnement. En fait, au CIE, on est 9 membres. On est des étudiants de cycle supérieur ainsi que des postdoctorants, postdoctorantes comme Julie, de différentes régions du Québec, même des gens de l'international. Puis, en fait, nos différentes activités peuvent prendre, par exemple, la forme de consultation. Puis, on va vraiment aller voir la communauté, essayer de tâter le pouls pour, par la suite, produire des rapports, des avis et puis conseiller le scientifique en chef et les conseils d'administration pour le bien-être de la relève. Si on parle, par exemple, des thématiques auxquelles on s'est intéressé au cours des dernières années, bien, par exemple, on a travaillé là, sur l'insertion professionnelle en dehors des murs de l'université, ce qui a mené à un rapport puis à différentes présentations. En ce moment, on travaille sur l'excellence en recherche et l'évaluation de l'excellence en recherche pour la relève. Et on s'est aussi intéressé à la situation des postdoctorants, des postdoctorantes. Et c'est vraiment de ça dont on va vous parler aujourd'hui, puisque nos travaux se sont conclus dans les derniers mois et qu'on est maintenant prêt à en lire les conclusions. Ce ne sera pas bien long. On va faire bouger notre présentation. Parfait, merci. Donc, en fait, on a choisi pour cette thématique qui était la situation des postdoctorants, des postdoctorantes, de se doter, en fait, de travailler en groupe de travail. Donc, de réunir des gens qui avaient vraiment les 2 mains là, dans la thématique, donc des postdocs d'un peu partout au Québec, d'autres à l'international, puis de les réunir et de travailler ensemble avec le CIE, vraiment là, pour en arriver à certaines conclusions. Donc, on était 3 personnes du comité intersectoriel étudiant, 7 postdocs, donc 10 personnes en tout. Le mandat qui nous a été donné par le CIE, c'était vraiment de documenter la réalité des postdocs à partir donc vraiment de leur propre point de vue, puis d'avoir un peu un regard comparatif aussi avec ce qui se fait un peu ailleurs dans le monde. Il y a 4 thématiques plus spécifiques, comme vous pouvez les voir ici, qui se retrouvent aussi dans le rapport, là, sur lesquelles on a un peu plus centré notre action. Donc, le statut du postdoc, le financement, l'équilibre postdoctorat-famille ou postdoctorat
vie personnelle et l'insertion professionnelle. Puis pourquoi s'intéresser au postdoc? Bien, en fait, on constatait dans nos différentes consultations, quand on consultait la communauté étudiante, que c'était vraiment une population pour laquelle il y avait des enjeux puis des défis plus spécifiques. On disait de plus en plus que, bon, il y avait un bon nombre de postdocs, que ça devenait un passage obligé, puis ça semblait poser quand même certaines questions, ça semblait soulever certains enjeux, puis on n'avait pas vraiment de discours sur la question, on ne s'était jamais penché sur cette population-là de manière plus spécifique. Donc, on a vraiment voulu éclairer pour pouvoir mieux conseiller sur cette population-là. Le travail de notre groupe de travail, c'est échelonné en fait là, sur plusieurs mois, là, en fait, là, quasiment 2 ans. Mais vraiment, là, on a eu 4 grandes étapes. Donc, d'abord, c'était important que les 10 personnes qui fassent le travail se familiarisent avec la thématique. Ensuite, on a fait appel à certaines données quantitatives pour vraiment comprendre, bien, c'était qui ça, ces postdocs-là québécois, à qui on s'intéressait. Ensuite, on a tenu des groupes de discussion un peu partout au Québec, puis aussi, là, comme je vous l'expliquerai, avec des postdocs à l'international. Puis ensuite, parce que l'action du CIE, ça reste quand même de conseiller le scientifique en chef et les conseils d'administration et donc de formuler des pistes d'action ou des recommandations, bien, on s'est vraiment basé sur ce que les postdocs nous ont dit pour élaborer là, ces pistes d'action-là ou pistes de solutions à différentes problématiques. Je vais maintenant vous présenter la population d'intérêt, c'est-à-dire qui sont les postdocs du Québec ou les postdocs québécois en postdoc à l'international. Pour ce faire, on s'est basé en fait sur un sondage qui a été réalisé en 2016 par l'Association canadienne des stagiaires postdoctoraux, avec qui on a mené une collaboration dans le cadre là, de ce rapport-là. En fait, eux avaient mené une vaste enquête en 2016 auprès de tous les postdocs canadiens. On a choisi, en fait, plutôt que de refaire un sondage qui aurait été là, à peu près là, équivalent, on a choisi de s'associer avec eux et donc d'extraire les données québécoises pour dresser ce portrait quantitatif-là. Donc, je vais vous présenter, vous pouvez retrouver dans le rapport l'ensemble des données sur la population d'intérêt, mais je vous présente peut-être certains faits saillants. Bon, si on parle rapidement, là, il y avait quand même 386 répondants du Québec qui ont participé à ce sondage-là, qui avaient en moyenne 33 ans. Puis si on regarde, là, il y a environ le tiers là, qui avait réalisé plus d'un postdoc. Merci, Julie. On voit aussi qu'il y a quand même une certaine variabilité dans le nombre d'années où les gens se projettent à être au postdoc. Hein. Quand je disais tantôt, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui font un postdoc. Bien, ce qui nous était décrit aussi, puis c'était un peu une hypothèse de travail avec laquelle on partait, c'est que finalement, c'était oui un statut transitoire, mais que peut-être que ça s'allongeait en années aussi. Puis finalement, ces données-là confirment un peu ça, c'est-à-dire que, il y a quand même pas mal de gens là, qui semblent dire qu'ils vont avoir le statut entre 1 et 3 ans, oui, mais de 3 à 5 ans, là, on voit que c'est une transition peut-être, mais on ne parle pas juste d'une année après le doctorat, là, par exemple. Oui, je ne sais pas si tu voulais rebondir là-dessus, Julie. Oui, c'est ça. Entre 3 et 5 ans, c'est quand même 46 %, donc c'est quand même beaucoup. Oui, c'est quand même pas mal de monde, là, finalement. Là. Merci, Julie, de cette précision. On va vous parler tout à l'heure un peu plus, hein, tout ce qui est par rapport au statut, à la précarité, comment ça a pu soulever là, certains questionnements puis certaines préoccupations chez ceux à qui on s'est intéressé. Bien, effectivement, on voit que le fait de détenir une assurance en cas de maladie, c'est quelque chose qui, en tout cas, qui semblait là, plutôt rare là, chez la population. On verra un peu plus tard pourquoi, piste d'explication qu'on a. Merci. Une des questions qu'on avait, c'était vraiment, bon, est-ce que le statut des postdocs est plutôt un d'employé, de boursier, comment ça se répartit? Mais on voyait que finalement, la majorité des postdocs occupaient un emploi. Est-ce que c'était ce qui correspondait à la majorité de leurs occupations? Peut-être pas. Certains, par exemple, cumulaient des bourses et un emploi, donc on pourra voir un peu plus tard là, ce qu'il y en est. Puis finalement, en ce qui a trait au financement, mais c'est assez... En fait, il y a quand même pas mal de variabilité là aussi. Là, si on regarde, certains détiennent une bourse, certains détiennent un salaire qui provient là, des fonds d'un chercheur, certains sont payés par d'autres types de subventions. Donc finalement, cette hypothèse-là avec laquelle on partait que finalement, il n'y avait pas 2 postdocs pareils puis que c'était assez variable, bien, ça semble quand même se confirmer dans ces données quantitatives-là. Puis on verra un peu ce qui ressort des groupes de discussion par la suite, donc ce que les gens nous ont dit.
Oui. Pour ce qui est du salaire, là, vous le voyez, là, les pointes de table vont un peu dans tous les sens. Effectivement, là, c'est ce qu'on disait un peu, là, il y a un peu de tout. Hein, vous le verrez dans le rapport là, pour le découpage un peu plus spécifique, là, mais c'est pas, il n'y a pas une situation unique, on dirait. Là. Ensuite, bien, c'est sûr que hein, comme on s'intéressait à l'idée de la conciliation post-doc-famille, bien, on se demandait, est-ce que c'est une situation courante? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont des enfants? Mais parmi les répondants québécois, il y avait un tiers à peu près là, des gens qui avaient des enfants. Puis très peu disaient qu'ils avaient accès à un milieu de garde dans leur milieu spécifique où ils réalisaient un post-doc. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas garder leurs enfants, là, mais si on parle par exemple à l'accessibilité là, vraiment sur le terrain. Puis, peu disaient détenir une assurance parentale au sens propre du terme. C'est sûr que ça peut être lié aux questions de statut là, auxquelles j'ai fait référence tout à l'heure. Donc, par exemple, ceux qui n'étaient pas employés pouvaient ne pas détenir là, une assurance parentale. Allons-y. Je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant à vous présenter. En fait, la formation des postdocs, c'est sûr qu'il n'y a pas de curriculum à proprement parler. Il n'y a pas de curriculum comme il peut en avoir un, par exemple, dans un programme de maîtrise ou de doctorat. Ce n'est pas quelque chose qui est régi de manière là, aussi spécifique en termes de formation. Donc, ce qui a été demandé au postdoc dans ce contexte-là, c'était ce que vous vous attendiez à recevoir comme formation versus ce que vous avez reçu. Et quand on regarde les chiffres, on voit par exemple qu'il n'y a pas nécessairement, il y a quand même une certaine disparité en fait, que les gens n'ont pas nécessairement reçu une formation aussi de qualité que ce qu'on pourrait s'y attendre. Donc, c'est leur perception. Puis dans les groupes de discussion, on a essayé de creuser un peu plus pour voir qu'est-ce qui pouvait expliquer ça. Enfin, par rapport à l'insertion professionnelle, bien, on le dit souvent, hein, il n'y a pas un poste de professeur-chercheur pour chaque personne qui diplôme d'un doctorat, puis pas non plus pour chaque personne qui complète un postdoc. Alors, les gens vont souvent essayer de se former à des carrières hors des murs de l'université, d'aller chercher certaines compétences professionnelles qui sont différentes de celles qu'on peut développer en milieu académique ou plutôt complémentaires sans être complètement différentes. Puis, ce qu'on voyait, en fait, c'est que dans le cadre de leur postdoc, plusieurs des personnes interrogées semblaient vouloir développer davantage ces compétences-là, puis pas nécessairement avoir eu l'opportunité de le faire. Puis sur la carrière, bien, je ne sais pas, Julie, si tu veux rebondir là-dessus, comme tu es toi-même postdoc, là, mais en termes de la satisfaction là, par rapport à leurs options, là, finalement. Là, Finalement, il y a une petite majorité de personnes qui ne sont pas satisfaites de leurs options de carrière, en particulier parce qu'il manque de postes de professeurs. Ouais. Et la perception de l'utilité, c'est sûr que c'est important de faire un post-doctorat si on a envie de faire clairement une carrière en recherche. Mais on voit que c'est quand même 57%, c'est quand même pas une écrasante majorité de personnes qui pensent ça. C'est-à-dire que les gens, oui, c'est ça, il y a quand même bon nombre de personnes qui considèrent que oui, ça a été utile pour l'avancement de leur carrière, mais quand même, on peut se questionner, les 43% d'autres, bien, finalement, qu'est-ce qu'ils auraient préféré? C'est un peu... C'est un peu ça. Puis, on voit hein, que quand même, il y a un quart des gens qui disent avoir changé là, de plan de carrière, donc depuis le début de leur postdoc, donc depuis la durée. Donc, ouais. C'est quand même... Ouais. Ce portrait quantitatif-là, on l'a vraiment, il nous a été acheminé, il a été dressé avant qu'on mène les groupes de discussion. Ça mettait vraiment la table à approfondir la question avec des postdocs du Québec qui étaient soit au Québec, soit à l'international, ou à des postdocs de l'international en postdoc au Québec. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au printemps 2018, donc il y a un petit peu plus qu'un an, on a réuni les gens par groupe d'environ 6 ou 8. Tu peux montrer, Julie, à la diapositive précédente. Donc, des groupes à Montréal, des groupes à Québec. Mais on voulait quand même aller rejoindre des gens qui pouvaient être en postdoc dans certaines régions du Québec, comme par exemple Julie qui est à l'UQAR, bien, il y a quand même là, des gens là, qui ne sont pas nécessairement dans les grands centres, mais aussi des postdocs québécois qui pouvaient être dans d'autres villes du Québec, mais aussi ailleurs au Canada ou dans d'autres pays. Donc, on a mené autant des postdocs, des groupes de discussion avec des postdocs vraiment là, en présentiel à Montréal et à Québec, mais aussi par visioconférence. Puis, comme on constatait qu'il y avait quand même une plus forte représentation de la population francophone parce que les groupes étaient menés en français, bien, on a fait un sondage en ligne qui reprenait les mêmes questions qu'on avait abordées dans les groupes de discussion
pour que la communauté anglophone puisse être sondée. Et ça, on l'a transmis là, par courriel, donc les gens pouvaient répondre en ligne. Donc, en tout, c'est 35 personnes qui ont participé à nos groupes de discussion. Puis, on a vraiment eu des gens de plusieurs secteurs, plusieurs disciplines, plusieurs institutions, grâce là, à de nombreux partenaires de diffusion, autant dans les institutions universitaires, mais aussi dans d'autres organisations comme Taisez-vous, l'ADESAC, mais aussi les réseaux sociaux gérés par les fonds de recherche du Québec, c'est-à-dire que l'information a vraiment diffusé. Puis, c'est des gens là, qui ont consacré 2 heures de leur temps à discuter avec nous pour approfondir ces questions-là. Donc, on les remercie d'être là. En fait, il y en a probablement certains là, qui sont avec nous aujourd'hui, puis on les remercie d'avoir pris le temps là, de partager leur vécu avec nous. Donc là, je vais aborder les questions qui ont été posées en fait aux participants de ces groupes de discussion. Donc il y avait déjà la question du statut. Donc première thématique, c'est comment se considéraient les gens employés ou étudiants. Après, il fallait décrire les avantages ou les inconvénients de chacun des statuts, soit employés, soit étudiants. Et si ces personnes pouvaient donner des différences, des distinctions entre leur situation et puis des postdocs à l'international. Concernant le financement, il fallait que les participants devaient décrire les principaux enjeux en termes de financement et à quoi servait le financement de leur postdoctorat, donc salaire, frais, etc. Et savoir s'ils connaissaient les organisations ou les ressources qu'ils pouvaient consulter en fait, pour avoir des informations sur les opportunités de financement. Et aussi concernant leur accès aux subventions de recherche, quel était leur statut par rapport à ces demandes de financement, soit à titre de chercheur principal ou de chercheur principal, ou de co-chercheur, etc. Et quelles pistes de solutions et d'amélioration ils pouvaient envisager en fait, sur le plan du mode de financement et sur l'information disponible quant à ces financements. Concernant la conciliation entre le postdoctorat et la famille ou la vie personnelle, c'était quels étaient les enjeux dans le contexte du postdoctorat. En effet, par rapport aux éléments suivants, la mobilité géographique qui est inhérente au postdoctorat, la productivité scientifique, la précarité du statut ou du financement, et quels étaient leurs principaux besoins, notamment quand les personnes avaient des enfants ou étaient en déplacement, les questions d'horaire, les congés et les fonds de déplacement quand ils sont en famille et qu'on doit bouger de ville ou de pays. Puis je dirais là-dessus que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas questionné que ceux qui avaient des enfants, mais aussi l'ensemble des personnes qui étaient présentes dans nos groupes de discussion, on a voulu savoir, bien, chez ceux qui n'en ont pas, est-ce que c'est un projet que vous retardez à cause de votre statut actuellement? Donc, la discussion, elle a vraiment inclus tout le monde, parce que comme on le voyait tantôt, c'est environ le tiers, ou en tout cas dans la population qui était sondée, mais les autres avaient une opinion là-dessus aussi. Puis je pense que c'est intéressant aussi d'avoir cet avis-là. Parce que, oui, c'est une réflexion qu'on se fait, parce que quand on bouge, c'est pas forcément évident d'emmener toute la famille avec soi, y compris quand le conjoint a un emploi ailleurs également. Tout à fait, oui. Donc voilà, c'était savoir si les programmes qui étaient disponibles pour le financement et les structures en place, en particulier dans les milieux de recherche, donc universités, centres de recherche, permettaient en fait de concilier cette relation avec la famille et la vie personnelle. Et bien sûr, les répondants et les répondantes devaient donner des indications peut-être pour favoriser cette conciliation et adresser ces pistes à différents acteurs. Et enfin, concernant l'insertion professionnelle, donc là, c'était émettre des besoins en fait concernant une meilleure insertion professionnelle des postdocs. Et autant dans des carrières académiques que non, en fait. Là, exactement. C'est ça. Donc, avant le postdoctorat, c'est-à-dire quand on est en doctorat, les questions qu'on se pose, pendant le postdoctorat, de quoi on a besoin, et puis la transition vers l'emploi, quel qu'il soit académique, soit non académique. Et donc, après, la dernière question, c'était qu'est-ce qui pourrait favoriser en fait, cette insertion professionnelle et, bien sûr, à qui s'adressent ces recommandations. Donc là, dans les principaux constats… Parce qu'en fait, c'est ça, finalement, comme vous pouvez vous imaginer, 2 heures par groupe de discussion, 35 personnes en tout, là, mais c'est quand même environ 8 groupes en tout qui ont été menés, si on compte là, certains groupes par visioconférence, certains en personne, tout ça. Comme vous pouvez vous imaginer, il est ressorti énormément de notes.
on a quand même tenté de synthétiser le plus possible pour vraiment faire ressortir des constats pour, après ça, pouvoir poser certaines pistes d'action ou de solutions qui soient porteuses, justement. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est vraiment ce qui en ressort, donc vraiment le principal, tout ça. Dans le rapport qui est disponible en ligne, vous pourrez avoir un peu plus de détails, mais comme vous pouvez vous l'imaginer, là, c'est ça, là, ça a demandé un effort de synthèse quand même assez important. Et d'ailleurs, il y a 2 versions du rapport. Ouais. Il y a une version complète où là, vous avez vraiment tout dans le détail, et puis il y a une version de synthèse qui permet d'avoir un peu le résumé de ce qu'on vous présente. Donc là, on synthétise également aujourd'hui pour… Bien sûr, pour les besoins les besoins de la cause, mais on vous invite vraiment là, à consulter le rapport en ligne. Puis j'en profite pour le dire, c'est certain, là, on va le répéter à la fin, mais aujourd'hui, là, ça se veut vraiment un webinaire où on va pouvoir discuter à la fin. Vous allez pouvoir poser vos questions, on vous présente vraiment les grandes lignes. Mais si jamais vous avez des questions plus spécifiques après la lecture du rapport, le comité intersectoriel étudiant dont l'adresse courriel se trouve sur le rapport ainsi qu'en ligne, est tout à fait disponible pour y répondre. Donc, surtout, n'hésitez pas là, si vous avez besoin d'éclaircissements par rapport à certaines choses, par rapport à notre démarche ou nos résultats. Alors, concernant le statut, alors c'est bien simple, c'est si la paye vient de l'université, les postdocs se considèrent comme des employés, plutôt comme des employés, voilà. Plutôt comme des employés, mais si c'est une bourse qui vient d'un organisme subventionnaire, ils se perçoivent plutôt comme des étudiants. Et ça a un peu aussi des rapports au niveau de l'inscription dans les différentes universités. Alors, de la même manière, soit ils se considèrent encore en formation, soit ils se considèrent plutôt comme des chercheurs universitaires à part entière, avec un autre statut. Donc, mais pour la majorité, c'est vraiment une question de statut hybride qui est souvent inconfortable parce qu'ils sont entre deux, donc entre l'employé et puis l'étudiant. Puis pour avoir assisté à la majeure partie de ces groupes de discussion-là au printemps 2018, je dirais que c'est peut-être ce qui revenait le plus souvent, en fait, que les gens disaient, bien, tu sais, au final, je me sens toujours un peu entre les deux. Là. Les gens nous donnaient des exemples. Là, par exemple, ben, tu sais, j'ai une carte étudiante, j'ai accès au centre sportif, mais en même temps, tu sais, pour certaines affaires, tu sais, là, je suis considérée comme un employé, puis là, tu sais, il faut que je paye de l'impôt. Tu sais, par exemple, là, tu sais, je vous donne un exemple, là, mais les gens se disaient toujours un peu à cheval, puis c'est ce qui les mettait souvent un peu inconfortables, même dans leur manière de se présenter, par exemple. Ils disaient toujours, tu sais, il y avait toujours comme une espèce d'ambiguïté un peu par rapport à ça, là. Ouais. Donc, ben, ce qui fait qu'ils ont l'impression de vivre à la fois les avantages ou plutôt les inconvénients, on va dire, du statut d'étudiant et du statut d'employé. Donc, pour le statut d'étudiant, c'est tout à fait les questions de précarité, de rapport hiérarchique avec un superviseur. Et ceux du statut d'employé, il y a une pression à la production, comme quelqu'un qui serait en emploi vraiment temps plein, etc., avec des comptes à rendre à une hiérarchie, et puis sans les avantages sociaux ni le salaire qui vont avec ce statut. Mais comme il y avait quand même des gens qui nous disaient que c'était important pour eux, par exemple, de détenir des assurances, puis tout ça, mais nous, on a voulu creuser un petit peu plus ça, puis Julie va y venir, là, mais on se demandait, bien, tu sais, OK, donc à ce moment-là, le statut d'employé, pour vous, il vous apparaît mieux. T'sais, on s'entend que l'idée n'était pas nécessairement de classer de manière hiérarchique quel est le meilleur statut ou quoi que ce soit, mais on se disait, OK, donc c'est ce que vous préférez. Mais finalement, c'est pas tout à fait ce que les gens nous répondaient. En fait, il y avait comme quelque chose où, bien finalement, puis je pense que tu vas y venir, mais le prestige associé au fait de détenir une bourse pouvait faire en sorte que des gens disaient, bien oui, moi, c'est vraiment important pour moi de détenir une assurance, par exemple, une assurance salaire, ou d'avoir accès, par exemple, à l'assurance parentale parce que j'ai un projet de famille, d'enfants. Mais, tu sais, puis je pense… Voilà, ouais, c'est ça, c'est mais. C'est exactement ça. C'est plus prestigieux d'avoir une bourse, mais souvent le montant de la bourse, il est inférieur à l'échelle salariale si la personne était employée de l'université ou du centre de recherche. Mais ça fait bien d'avoir une bourse d'un organisme subventionnaire. C'est mieux sur le CV. Mais l'inconvénient de ce statut de boursier, c'est que le corollaire, c'est qu'il y a une grande précarité par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de filet social, pas d'accès à l'assurance emploi, qui est quand même quelque chose d'assez important. Ils n'ont pas accès au régime québécois d'assurance parentale, Dorothée en parlait. Même si, par exemple, la très grande majorité des bourses de différents organismes subventionnaires, que ce soit au provincial ou au fédéral, prévoient quand même là, un montant là, pour un congé parental. Mais c'est quand même quelque chose qui nous était rapporté, parce que ce qu'on vous livre aujourd'hui, c'est vraiment l'état des discussions qui ont eu lieu, là, mais oui. Et puis, pas de contribution, faute de pension. Alors ça, c'est vrai que ça peut être embêtant en fin de carrière, quand on doit faire le calcul. Et après, il y a souvent un paiement des avantages sociaux à même la bourse pour pouvoir en bénéficier.
Tu vas sûrement en parler, là, mais je pense que c'est quelque chose en tout cas, qui nous a frappé dans le cadre des groupes de discussion, à quel point ce qui ressortait le plus, en fait, le malaise venait souvent du fait que au sein d'une même équipe, là, puis nous, c'est l'exemple qu'on a fini par toujours donner quand on allait faire des présentations sur la question, puis tout ça, là, c'est le point qui se trouve en bas ici, là, mais des gens disaient, par exemple, Julie et moi, on travaille dans le même laboratoire de recherche, on est assis côte à côte, on a l'impression, en fait, qu'on fait exactement la même chose, mais il y a une énorme disparité dans notre traitement, entre guillemets, c'est-à-dire que le fait qu'on détienne telle bourse ou telle autre, tel salaire ou tel autre, peut faire en sorte qu'on a des comptes différents à rendre à différentes organisations, qu'en termes de montant dans nos poches à la fin du mois, c'est complètement différent. Puis c'est ça qui mettait certaines personnes mal à l'aise. En fait. Oui, parce que les gens parlent entre eux au sein des mêmes équipes, donc ça peut créer une mauvaise ambiance aussi, où des gens se retrouvent à gagner moins que d'autres, ou alors pas avoir les mêmes avantages. Et ça peut être embêtant, alors que peut-être une personne en aurait plus besoin, etc. En revanche, là, c'est vrai que par rapport au statut d'étudiant, il y a une exemption dégressive d'impôt, en tout cas au palais provincial, donc palais québécois. Donc, le statut d'employé ne permet pas ça. Donc, les bourses peuvent être déductibles en partie, en tout cas la partie imposée au niveau provincial. Et avec le statut d'employé, l'avantage est qu'il y a un mandat clair qui est établi par contrat, ce qui n'est pas le cas pour les boursiers. Donc, à la fois, ils sont plus libres dans leur recherche ou plus autonomes, pas forcément. Mais il y a une flexibilité horaire aussi qui est considérée comme un avantage, dans le sens où, comme la bourse nous est versée en propre, ça permet de pouvoir aménager son temps et d'être moins calé sur un temps d'employé de centre de recherche ou d'université. C'est ça, c'était vraiment la perception que les gens avaient, c'est-à-dire que le fait de détenir un statut d'employé rendait les choses beaucoup plus claires, de savoir ce qui était attendu, à qui c'était attendu, le nombre d'heures de travail, tout ça. En même temps, il y a des gens qui appréciaient tout particulièrement la flexibilité d'horaire et la flexibilité aussi, tu sais, justement, le côté un petit peu plus liberté, de ne pas nécessairement être cadré, justement, comme ça, dans ses horaires, dans les tâches à effectuer. Donc, c'est ça. Puis, il y a aussi des gens qui nous disaient, ben, moi, j'ai l'impression que ça ne change rien. Tu sais, dans mon laboratoire de recherche, par exemple, ou dans mon équipe de recherche, il y a des boursiers, il y a des salariés. Puis, finalement, c'est un peu la même chose qui est attendue de tout le monde. Donc, il y avait quand même... Ça dépend. Oui, c'est ça. C'est ça. Très variable. Et pour continuer sur le statut, c'est vrai qu'on pensait qu'au départ, le postdoctorat, c'est une période de sa vie après le doc, avant un emploi. Donc, c'était temporaire. Mais ça l'est de moins en moins, en fait. Avec les conjonctures actuelles, il y a de plus en plus de diplômés, mais pas autant de postes disponibles par rapport à ce nombre de diplômés. Puis c'est pas rare que les gens en font un, deux, c'est pas un postdoc. C'est plusieurs postdocs. Ou c'est plusieurs, c'est ça. C'est plusieurs postdocs, c'est dans plusieurs pays, plusieurs villes, plusieurs labos, donc ça change beaucoup. Donc c'est de plus en plus long, en fait, d'être en postdoctorat. Donc c'est un statut qui est détenu pendant plusieurs années et sans pouvoir accumuler certains avantages sociaux. Donc ça, c'est vraiment, on est en lien avec la précarité du statut et qui dure plus longtemps. Et donc, ce qui ressortait en fait des groupes de discussion, c'est que cette situation, elle devrait être mieux prise en compte par les instances gouvernementales et universitaires à l'avenir. Tout à fait. Alors, après, il y a une comparaison avec ce qui se faisait à l'international. Donc, pour le Québec et le Canada, les bourses on peut les demander jusqu'à 2 ans après la fin du doctorat. Et donc ça, c'est très limitant et c'est une limite qui n'existe pas forcément dans d'autres pays. Ça peut être plus longtemps ou alors sans limite de temps. Et d'autres pays, en fait, imposent une limite de financement et surtout un salaire minimum avec une échelle salariale qui dépend de l'expérience du postdoc, c'est-à-dire qui ne revient pas à zéro en changeant de postdoctorat. Et c'est vrai qu'à l'international, les postdoctorants se sentent plus considérés comme des employés avec un statut qui est un peu plus institutionnalisé qu'au Québec. Oui, il y a des gens, par exemple, qui nous rapportaient là, avoir, par exemple, des postdocs qui étaient allés à l'international et là, qui étaient de retour au Québec, qui nous disaient, par exemple, eux, ils avaient vraiment des échelons, des échelons salariaux. Là, par exemple, avec chaque année de travail réalisé comme postdoc depuis la fin du doctorat, ils gagnaient, donc, tu sais, vraiment leur salaire augmentait, puis c'était pris en compte, alors que c'est pas nécessairement quelque chose là, qui est monnaie courante. Là. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je connais moi, d'Europe avec des postdocs qui étaient dans mon laboratoire. C'était clairement ça. Il y avait une échelle et ça dépendait de leur expérience. Il y a aussi certains pays qui sont plus compétitifs au niveau des salaires, donc à l'international qu'au Québec. Après, voilà, c'est très, très divers en fonction des pays, évidemment.
Et les postdocs, là interrogés, souhaitaient bénéficier de regroupements ou de syndicats qui leur étaient dédiés. Donc, parce qu'à l'international, c'est un peu plus le cas, en tout cas, plus de syndicalisme au niveau des postdocs. Le financement, on en a quand même parlé un peu, on a évoqué quand même certaines choses, mais peut-être rapidement, là, si tu veux couvrir peut-être certains points là, qui ont été… Oui, donc là c'est très, très divers au niveau des salaires, ça diffère selon les disciplines, la précarité elle reste omniprésente, surtout dans des secteurs où les salaires sont plus faibles, donc on peut imaginer que des salaires plus liés à l'industrie, les salaires sont plus hauts que des salaires de postdoc dans les sciences humaines, par exemple. Souvent, quand les postdocs sont financés sur des fonds de recherche d'un chercheur ou d'une chercheure, ça peut être parfois à temps partiel. Donc, il y a moins d'investissement dans leur recherche. Souvent, un cumul avec d'autres emplois aussi pour compléter ce temps partiel, soit dans l'université, soit hors de l'université. Oui, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, la majorité détiennent au moins un statut d'employé quelque part. Pourtant, il y en a qui sont payés par des bourses, donc on sait qu'ils travaillent quelque part. Donc, ils ont un emploi. C'est ça. Que ce soit, par exemple, ils font un peu de coordination dans un laboratoire. Ils peuvent quand même avoir certaines fonctions là, dans une équipe de recherche, mais c'est ça, c'est peut-être pas leur financement principal, mais… Et c'est vrai qu'il y a, ce qui est remarqué, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance au sein des universités, donc par l'université, par l'institution, et surtout pour ceux qui ont un salaire qui est inférieur à 35 000 $ par an brut. Ouais, c'est quelque chose qui était rapporté dans certaines institutions, en fait, que le statut n'était pas reconnu s'il y avait pas, le postdoc ne cumulait pas 35 000 $ de financement. Oui, voilà, c'est lié à des minimums aussi au niveau des syndicats de ce qui est demandé également. Et donc, il y a vraiment tout ce qui est manque de reconnaissance par l'institution universitaire. Ça conduit aussi à des limites d'accès qui sont peut-être triviales, mais accès aux ressources comme aux locaux, à la bibliothèque, à l'imprimante. Et ça nuit, on va dire, à la fluidité ou la facilité de travailler en fait, dans les universités. Pour les boursiers, la difficulté, c'est plutôt de remplir les déclarations d'impôts par rapport à un salarié où c'est déjà pré-rempli, on va dire par l'université. Et comme on l'a dit auparavant, les avantages sociaux sont payés à même la bourse. Et aussi, il y a des frais de recherche. Ça, c'est inhérent à la recherche, comme la participation à des congrès ou des travaux de terrain, qui sont non déductibles au niveau des impôts, mais que les boursiers doivent payer à même leur bourse. Donc ça, c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui était rapporté. Les gens disaient, oui, bien, c'est pas comme si j'étais considérée vraiment comme un travailleur autonome qui pouvait le déduire, mais pourtant, j'ai assisté à des conférences. Est-ce que je devrais prendre ça dans mon argent à moi? Il y avait comme une ambiguïté autour de ça. Oui, tout à fait. Et après, ce qui était demandé aussi, c'est plus d'informations sur les opportunités de financement, surtout pour ces fameux frais de recherche pour les congrès, les terrains, etc. Sauf que, voilà, les frais qui sont payés à même le budget personnel, donc via la bourse. Et le problème, c'est quand on est en postdoc, souvent le temps et les ressources pour rédiger les demandes de subventions manquent. Donc, alors que c'est clairement une grande partie du temps de la vie d'un chercheur qui doit être consacré à la rédaction de demandes de subventions. Puis si on fait quand même, parce que bon, tu sais, on a beaucoup de contenu là, à aborder, là, mais je pense que si on veut résumer le financement, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose il y a une précarité, Julie l'a mentionné à bien des égards, mais les gens semblaient le rapporter un peu juste comme un état de fait en disant « ouais, c'est dommage, mais en même temps, moi, je veux demeurer compétitif, donc j'accepte ça. » Puis ça reste quand même, c'est ça, c'était… Parce que le fait, par exemple, d'accepter ces conditions-là va peut-être m'amener une carrière plus intéressante. Parce que il y avait quelque chose aussi où c'était comme accepté, en fait. Oui, c'est ça, c'est se résigner à une certaine situation pour pouvoir avancer, progresser, enrichir son CV, etc. Si vous voulez, là, en fait, l'ensemble des propos là, qui ont été rapportés, là, quand même, là, qui a été mis en forme, puis tout ça se retrouve dans le rapport. Je propose qu'on passe à la conciliation postdoc-famille, parce que c'est quelque chose on a beaucoup discuté, comme je le disais tout à l'heure, autant chez ceux qui ont déjà des enfants que chez ceux pour qui c'est un projet, en fait. Il y a quand même certains points qui revenaient souvent. La flexibilité d'horaire était, parce qu'il n'y a pas que du négatif, là, quand même, là, mentionnons-le, c'était considéré quand même comme un avantage notable, le fait que d'être postdoc. Les gens disaient, écoutez, tu sais, moi, quand même, je peux décider que je travaille de chez moi les soirs, les fins de semaine. Si mon enfant est malade, je peux faire X, Y, nanana. Donc, il y a une flexibilité qui était particulièrement appréciée. Par contre, autant chez les gens qui avaient des enfants que chez ceux qui avaient ce projet-là, il y avait comme une crainte réelle ou anticipée
d'une baisse de productivité scientifique, puis que ce soit perçu de cette manière-là, parce que sans qu'il y ait nécessairement de baisse, que les gens puissent penser dans les équipes de recherche autour ou au sein de la même équipe que la personne, parce qu'elle a eu un enfant, parce qu'elle va prendre un congé parental ou tout ça, elle va rester moins compétitive, il va y avoir un trou dans son CV, elle va moins apporter à l'équipe, elle va être moins disponible. Ça, c'est quelque chose qui était rapporté puis qui était très craint, surtout par ceux qui n'avaient pas encore d'enfants, qui disaient « moi, je ne suis pas sûre que je suis prêt à prendre ce risque-là en ce moment où j'en suis dans ma carrière. » Il y avait aussi, Julie l'a abordé tout à l'heure, la question géographique. Pour quelqu'un qui a envie d'aller se perfectionner dans une région du monde autre, le fait de traîner famille, enfants, puis tout ça, ça a quand même des contraintes. Ce n'est pas tous les programmes de bourse qui ont des montants, ou même les équipes de recherche qui ont des montants pour ça, mais déplacer conjoint, conjointe et enfants, ça a quand même un coût. Donc, tout ça, quand même, pouvait rendre un peu plus frileux. Il y a aussi une chose qui nous a été rapportée, c'est que les gens disaient, si par exemple, moi, à la fin de mon doctorat, j'étais allée travailler, j'avais un emploi dans mon domaine qui était soit dans le milieu académique, soit autre, mais vraiment en tant que salarié, là, et que j'avais accès à de l'assurance parentale, bien, probablement que mes revenus, là, bien, en fait, ce qui est donné en assurance parentale durant mon congé parental lorsque j'ai un enfant, serait plus intéressant que ce qui est versé par les bourses. Fait que les gens disaient, est-ce que c'est vraiment le meilleur moment pendant que je suis boursier pour justement prendre cette décision-là, prendre un congé parental. Donc, ça rendait... Il y a des gens qui disaient, finalement, peut-être que je vais reporter mon projet d'enfant ou qui faisaient juste constater le fait de, oui, nous, on a pris cette décision-là, on a choisi quand même d'avoir un enfant pendant cette période-là, mais je constate quand même que si j'avais été employé salarié ailleurs, bien, mes revenus auraient été plus intéressants pendant cette période-là. Si on regarde maintenant, là, par rapport à l'insertion professionnelle, là, tu peux sauter, là, Julie, là, ce qui ressortait le plus, puis c'est drôle parce que finalement, ça fait le pont avec notre consultation précédente sur l'insertion professionnelle hors des murs de l'université, c'est que les gens sont avides de perfectionnement, de développer des compétences, que ce soit en gestion, que ce soit par exemple gestion de projet, administration de programme, mais aussi par exemple en enseignement, en encadrement de la recherche. Donc les postdocs ne veulent pas simplement travailler sur, ou en tout cas ceux qu'on a rencontrés, après c'est sûr que nous on se base sur ce qui nous a été dit, mais ne veulent pas nécessairement juste faire leur recherche puis que ça s'arrête là. Ils ont envie de développer vraiment là, des compétences diverses et qui sont, selon eux, ce qu'ils nous ont rapporté, exportables à d'autres milieux que seulement le milieu académique, en fait. Ils ont envie d'être polyvalents, mais pourtant, ils ont l'impression que ce n'est pas nécessairement ça qui leur est offert, que lorsqu'ils sont postdocs dans une institution, bien, ce qui est attendu, c'est par exemple qu'ils publient des articles ou tout ça, et donc que le temps leur manque un peu pour développer ces compétences-là. Puis certains se disaient déçus parce qu'ils avaient l'impression qu'ils auraient plus de temps maintenant que le doctorat était derrière eux. Ils se disaient, bien, je vais être plus libre, je vais avoir... Puis finalement, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, pour eux en tout cas. Oui, et en plus, là, ces autres compétences, en fait, c'est ça qui est attendu hors des murs de l'université. Tout à fait. En même temps, c'est là où, des fois, dans la discussion avec les postdocs, on disait, OK, mais quand vous avez signé pour votre postdoc, qu'est-ce que vous aviez en tête comme plan de carrière? Puis là, il y en a qui nous disaient, bien, moi, je pensais être prof, mais au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'opportunité dans mon domaine. Et donc, bien là, moi, je suis postdoc, je fais ma recherche, en même temps, j'ai envie de développer des compétences pour aller travailler ailleurs, que ce soit, par exemple, dans la fonction publique ou dans l'industrie, pour ceux, par exemple, dans un domaine pour lequel ça s'y prête, ou administrer des programmes, mais j'ai aucune formation là-dedans. Puis là, les gens disaient, mais est-ce qu'il faut que j'aille en plus chercher ça? Donc, je vais terminer mon postdoc, puis après ça, je vais aller quoi? Je vais aller refaire une maîtrise, je vais aller... Donc, les gens souhaiteraient que ça puisse se faire dans le cadre du postdoc, puis certains nous disaient même dans le cadre du doctorat. Il y en a qui auraient aimé développer ces compétences-là avant, ce qui les aurait peut-être mieux outillés pour choisir quoi faire après le doctorat. Puis ce qui nous a beaucoup été rapporté, c'est que le postdoc, c'était pas simplement la continuité du doctorat, ou en tout cas, c'est quelque chose qui était un peu critiqué, que pour certains, bien, finalement, c'était un peu la même chose. Ils continuaient à faire de la recherche, ils ne voyaient pas nécessairement, il n'y avait pas nécessairement plus d'opportunités ou plus de liberté, ou plus, alors qu'eux auraient voulu que ce soit vraiment un pont vers la carrière. Comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, le mandat du CIE, c'est vraiment de proposer des pistes d'action. Quand on fait une consultation comme celle-là, qu'on réunit des gens d'une population pour avoir vraiment leur avis, pour vraiment explorer certaines thématiques, identifier des problématiques, on leur demande aussi bien, quelles seraient vos solutions. Puis ensuite, nous, on peut voir ce qui pourrait s'y prêter. Donc, tu sais,
qu'est-ce qui nous apparaît réaliste et opérationnalisable comme piste d'action ou de solution à certaines problématiques, puis à quel acteur est-ce qu'on devrait la porter. Donc, qui a, disons, le pouvoir de faire changer cette chose-là ou cette chose-là. Et c'est vraiment le travail qu'on a fait d'élaborer ces pistes d'action-là. Donc, les membres du comité intersectoriel étudiant se sont vraiment assis, ont regardé ce qui était ressorti des discussions avec les postdocs, puis se sont dit, mais finalement, quelles sont les priorités là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Oui, donc on en a choisi 8, on va dire, priorisées par les pistes qui... Puis évidemment, qui rejoignent les 4 thématiques qu'on a traitées. Tout à fait, parce que 2 par thématique, et l'ensemble des pistes, des besoins exprimés par les répondants et les répondantes se trouvent à la fin du rapport complet. Tout à fait. Alors, pour commencer, voilà, c'est ça. Le statut. Donc, au niveau du statut, la première piste est de cesser de parler de stagiaire postdoctoral et de remplacer par postdoctorant, postdoctorante, chercheur postdoc, ouais. voilà. Ouais. Et ça s'adresse aussi bien au Fonds de recherche du Québec qu'aux différents ministères du gouvernement du Québec et aux institutions universitaires qui inscrivent les postdocs de cette manière. Puis, c'est quelque chose qui nous a beaucoup été rapporté dans les groupes de discussion, puis on peut trouver que cette piste d'action-là, elle est banale parce que c'est du vocabulaire, mais les gens disaient... Moi, je ne considère plus que je suis un stagiaire. Je considère que je suis plus... Si on considère que j'ai terminé mon doctorat et tout ça, bien, je veux avoir un statut à part entière. Puis surtout pour ceux qui avaient un statut d'employé, ils disaient, bien là, tu sais, je me sens un peu... Employé stagiaire, oui, c'est ça. C'est un peu compliqué, oui. La deuxième piste pour le statut, c'est instaurer une entente de collaboration tripartite. Alors, entre qui? Entre le postdoc ou la postdoc, le superviseur ou la superviseure, et puis l'établissement d'accueil. Donc ça, c'est une condition qui serait préalable pour, par exemple, l'obtention d'une bourse des fonds de recherche du Québec, que cette entente soit signée. Donc ça s'adresse aussi bien aux fonds de recherche qu'aux universités. Puis, on trouve que cette entente-là qui existe là, dans certaines institutions, là, quand même, là, il y a des modèles là, qui existent, puis tout ça. On trouve que c'est quelque chose qui devrait être étendu parce qu'effectivement, de mettre carte sur table, on a beaucoup parlé du fait que les gens se sentaient un peu dans un statut hybride, précaire, que des fois, ils ne savaient pas exactement pourquoi ils avaient signé ou pas signé finalement parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'entente, mais vraiment que les conditions soient claires, que ce qui est attendu de chacun, d'où provient le financement, qu'est-ce qui est attendu en termes de tâches, quel va être le projet, qui va être l'auteur principal de ceci, que ça, ce soit clair, bien, je pense que ça peut répondre à une vaste, vraiment là, plusieurs choses qui ont été mentionnées, puisque l'aspect de précarité puis de flou, c'était vraiment quelque chose qui était mentionné, là, puis qu'on a quasiment retrouvé dans toutes les thématiques, en fait, finalement. Oui, et puis tout en gardant une certaine souplesse dans la rédaction de cette entente, Tout à fait, puis que ça puisse être révisé, puis c'est ce qu'on se disait aussi un peu, là, quand on élaborait cette piste d'action-là, on se disait, bien oui, c'est extrêmement important que ce soit carte sur table, que autant l'institution d'accueil que l'organisme subventionnaire, puis que le postdoc signe cette entente-là, mais en même temps que si en cours de route, il y a quelque chose qui est appelé à être modifié, ils ne soient pas les mains liées. Non, c'est ça. Ouais. Alors, concernant le financement, donc c'est plutôt réviser les critères d'admissibilité aux bourses, et là, on s'adresse au Fonds de recherche du Québec. Donc, la limite est donc fixée à 2 ans actuellement, mais elle pourrait être fixée... repoussé à 5 ans, donc c'est à peu près la moyenne des autres bourses, je dirais, à l'international, ou fixé selon le parcours et l'expérience du postdoc ou de la postdoc, et puis des conditions, évidemment, de famille, de congés parentaux, etc. Puis on pensait aussi à l'exemple de, par exemple, quelqu'un qui a terminé son doctorat, qui est allé travailler, par exemple, qui a accepté un emploi dans son domaine, tout ça, puis qui finalement a envie de revenir vraiment à la recherche dans le cadre d'un postdoc, qu'il ne faudrait pas qu'il soit disqualifié pour cette raison-là. Donc, on le sait, hein, les parcours qui sont sinueux, c'est pas nécessairement parce qu'il y a eu des embûches, je crois que ça peut être des choix. La personne peut être allée perfectionner quelque chose qui va être très utile dans le cadre de son postdoc, justement, puis on voudrait que ce soit valorisé, que cette espèce de diversité des parcours-là puisse être valorisée. Et par rapport aussi au financement, deuxième piste d'action, donc c'est inclure au sein de l'entente de collaboration, donc ça c'est le point qu'on a évoqué au niveau du statut, des mécanismes qui précisent quelle est la responsabilité de l'octroi des fonds de recherche pour financer un projet, donc par exemple l'infrastructure, voilà, qu'est-ce qui est payé en fait par rapport à ces fonds.
les exemples qui nous étaient rapportés puis qui nous ont amenés à élaborer cette piste d'action-là, c'est surtout des gens qui avaient à aller sur le terrain puis qui disaient, mais le matériel, est-ce que c'est le chercheur principal qui doit la payer? Est-ce que c'est ma bourse? Est-ce que, tu sais, puis c'était encore une fois, c'est le flou qui entourait tout ça. C'est pas parce que les gens ne voulaient pas débourser d'argent, c'est parce qu'il y avait comme vraiment un flou puis d'une situation à l'autre, ça changeait. Puis l'idée, c'est que ce soit clarifié. Voilà, que ça soit clair et que ça soit moins flottant, on va dire, dans tous ces aspects-là. Alors, par rapport à la conciliation post-doc, vie familiale et professionnelle, donc là, c'était bonifier les montants offerts pour le congé parental par les organismes subventionnaires, donc Québec et Canada, pour qu'il y ait une plus grande cohérence, en fait, avec ce qui est offert aux boursiers et boursières. Voilà. Là, c'est ça. Ouais, c'est plutôt au fédéral, parce que c'est ça. Donc, ça s'adresse au Fonds de recherche du Québec pour que ça soit harmonisé avec ce qui se fait déjà au fédéral depuis pas très longtemps, d'ailleurs. Pas très longtemps, mais tout voilà, à fait. Ce qui existe. Que ce soit des montants plus intéressants, finalement. Tout à fait. Et la deuxième piste, c'était qu'il y ait un meilleur accès aux services de garde sur les campus universitaires. Donc ça s'adresse directement aux universités, qu'il y ait de la place en fait pour les enfants des post-docs et des autres personnels, en fait, au même titre que les autres personnels des universités. Alors, piste d'action concernant l'insertion professionnelle. Oui. Ben oui, tout à fait. En fait, je pense que quelque chose qui est intéressant, qui nous a beaucoup été mentionné, puis qu'on avait en tête aussi, c'est que tous ces partenariats-là, autant avec d'autres milieux que vraiment juste le milieu universitaire, ils sont pertinents autant dans le cadre du doctorat, puis on en parle souvent à quel point ces maillages-là peuvent être bénéfiques, que ce soit dans le cadre de stages, d'expériences, tout ça, puis que ce soit pas que du réseautage, mais vraiment des expériences professionnelles porteuses pendant les études. Mais dans le cadre du postdoc, ça peut être tout aussi intéressant parce que c'est pas tout le monde qui va devenir chercheur en milieu universitaire. Alors, si les gens ont pu gagner en expérience dans le cadre de leur postdoc, bien, c'est tout aussi riche pour tout le monde. Donc, c'est autant faire connaître les postdocs aux entreprises, à l'industrie, à différents, par exemple, même des ministères là, qui pourraient en accueillir ou tout ça, que de faire connaître ces organisations-là aux postdocs qui ne connaissent pas nécessairement l'éventail des choses qu'ils pourraient faire par la suite. Oui, voilà, c'est une grande diversité de compétences donc, qui pourraient être mises en valeur ou, on va dire, améliorées ou acquises avec ces expériences-là. Puis finalement, oui, c'est ça. Bien, en fait, je pense que notre dernière piste d'action, bien, je pense que par rapport à la reconnaissance, tu pourrais dire un mot là-dessus, mais vraiment, puis je pense qu'on fait le pont aussi avec ce qui a été dit avant, de faire connaître l'apport des postdocs. Donc, vraiment, que les gens puissent être au courant de ce qui les distingue, par exemple, de qu'est-ce que ça représente un peu, que le fait, oui, d'avoir un doctorat, mais en plus d'être allé chercher cette expérience supplémentaire-là, hors du milieu académique, c'est très méconnu, même au niveau des entreprises. Il n'y a pas nécessairement de valeur ajoutée. Certains nous disent même, moi, je ne le mets même pas sur mon CV. Donc, on pense qu'il y a une certaine sensibilisation à faire. Voilà, qu'est-ce qu'un docteur? Qu'est-ce qu'il a appris? Est-ce qu'il va avoir des réclamations, on va dire, niveau salaire? C'est plein de choses qu'il faut démystifier au niveau du milieu professionnel. Puis on pense que les postdocs eux-mêmes peuvent être les meilleurs ambassadeurs de ça, en fait. C'est-à-dire pouvoir témoigner de leur expérience, de montrer quelles sont leurs compétences, de ce qu'ils sont en mesure de faire, de ce qui les distingue. Voilà, exactement. On vous remercie de votre attention. Comme on vous l'a dit au début, c'était vraiment, on vous a présenté de manière vraiment générale, somme toute très synthétique aussi, ce qui a été fait là, durant un peu plus d'1 an et demi comme travail là, avec notre groupe de travail sur la situation des postdocs. Personne que je remercie là, par ailleurs de nous avoir épaulés dans cette démarche-là avec le CIE, grâce aux gens qui ont participé à nos groupes de discussion. Allez lire le rapport. N'hésitez pas à nous poser vos questions, mais on est aussi prêt à en prendre là aujourd'hui. Puis je vais inviter là, Julien à faire le pont là-dessus. N'hésitez pas non plus là, à visiter là, la page web du CIE pour en apprendre plus sur les différentes activités là, qu'on mène en ce moment. Merci beaucoup, Julie et Dorothée. Je tiens à vous féliciter. Vous étiez une quarantaine de personnes à nous écouter en direct et de manière constante. C'est très intéressant de voir l'intérêt que vous avez sur la question, sur le rapport qui a été déposé par le comité intersectoriel étudiant. Également, plusieurs questions. Là, il y en a qui touchaient directement des transparents de votre présentation, mais on va tenter d'y répondre. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés par le fait de subtiliser le mot stagiaire
de stagiaires Ouais. postdoctorales. Par exemple, l'Association canadienne Ouais. des stagiaires postdoctorales se questionne à savoir est-ce qu'on doit changer de nom. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Bien, en fait, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui nous a été rapporté par plusieurs personnes, des gens qui nous disaient, moi, là, je suis tellement tannée de me faire dire que je suis en stage. Tu sais, je veux que mon statut professionnel soit reconnu, puis c'est pas nécessairement un statut aussi transitoire. Tu sais, comme Julie l'a présenté tout à l'heure, là, si t'es postdoc pendant 5 ans, un stage qui dure 5 ans, c'est long, là, quand même. Là. Donc, c'est un peu ça qui nous a mené à ça. Après, pour l'Association canadienne des stagiaires postdoc, on pourra se reparler, là, si vous voulez, mais effectivement, nous, c'est une recommandation qu'on fait pour mieux faire connaître aussi ce que font les postdocs. Donc, que c'est un statut à part entière et non seulement un stagiaire qui est un peu à la remorque de. Puis, il y en a qui nous disaient même, ben oui, moi, je suis en perfectionnement, mais je ne suis pas en formation, je suis en perfectionnement. Tu sais, puis, c'est une distinction que plusieurs postdocs faisaient. Puis, si je suis en perfectionnement, ben donc, je ne suis pas un stagiaire. C'est pas... Petite anecdote, pour l'immigration, c'est compliqué d'arriver avec stagiaire postdoctorat. Ça fait quelques blagues à l'aéroport de Montréal quand on arrive au niveau de la compréhension de ce que c'est. Ni étudiant, ni chercheur, mais ni en stage non plus, au sens propre, quoi, comme dans une entreprise. C'est ça. Il y a Natacha dans ce même ordre d'idée-là qui nous proposait peut-être chercheur postdoctoral. C'est ça. Nous, on propose soit chercheur postdoctoral ou postdoctorante. Là. Donc, c'est vraiment les deux termes qu'on a retenus. Oui, mais alors, par rapport au Fonds de recherche du Québec, il y avait une nuance, c'est qu'à partir du moment où on met chercheur devant postdoc, ça pose problème au niveau des statuts pour les demandes de financement, c'est-à-dire les statuts de chercheur principal ou co-chercheur, en fait. Donc, c'est pour ça que la recommandation finale, c'était plutôt postdoctorant tout court ou postdoctorante. Je vois. En terminant sur ce sujet-là, Adoc Talent Ménagement, qui nous a suivis d'ailleurs, puis fait également. Qu'on a rencontré récemment. Oui, tout à fait. Je vous félicite les filles aujourd'hui, mais également tout l'ensemble du groupe de travail. Eux considèrent que le vocabulaire employé a un impact majeur sur la perception de la valorisation de l'expérience professionnelle que sont le doc et le postdoc. Ils sont d'accord avec le fait de ne pas envoyer le mot stagiaire postdoc, mais ils croient en fait qu'il serait bien d'aller au-delà de ça, en parlant peut-être plus d'une insertion professionnelle, mais en parlant plus d'insertion professionnelle, mais de poursuite de carrière. Est-ce que vous en pensez, vous? C'est-à-dire que, en fait, oui, effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant de dire que justement, la personne elle a déjà débuté sa carrière et donc que son statut de postdoc, sachant qu'elle a déjà un doctorat, qu'elle a quand même, qu'elle détient le plus haut diplôme, bien, sa carrière, elle est amorcée. Elle n'est pas juste... Mais en même temps, sachant que le postdoc, ça reste quand même transitoire comme statut, on peut le voir comme une période pour s'insérer aussi. Je ne sais pas, Julie, qu'est-ce que... C'est vrai qu'au niveau de la perception, même le doctorat, ça peut être perçu comme une première grande expérience professionnelle. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est une poursuite, en fait, de ma carrière. Je suis totalement d'accord. Mais c'est certain que nous, ce qu'on voit, puis je pense que c'est en lien là, avec la question qui est posée, c'est que c'est sûr que c'est des années qui devraient être reconnues, par exemple, en termes d'années de... Tu sais, si on parle, par exemple, pour ce qui est de futurs emplois ou tout ça, ce sont des années de travail. Il n'y a pas de cours à suivre, il n'y a pas de ça. Ça, c'est certain. Là, que peu importe la manière dont on l'appelle, même au moment où on l'appelait stagiaire postdoc, ça reste quand même qu'il y a une productivité, il y a une production, tout ça. La personne est... C'est ça. Ouais. Je vais changer de sujet un peu. Tout à fait. Puis on va revenir un peu en avant. Il y a des questions qui ont été posées vraiment tout au long de la présentation. Une notamment qui questionnait les résultats. On se demandait si les résultats s'appliquaient aux Québécois qui font un postdoc hors Québec, c'est-à-dire au Canada, principalement. En fait, il y avait dans les portraits quantitatifs, là, il y avait autant les données qu'on a demandé à l'Association canadienne des postdocs d'extraire, c'était autant des Québécois en postdoc au Québec, des Québécois en postdoc au Canada, des Québécois en postdoc à l'international. Et il y avait aussi des données sur des personnes qui pouvaient venir, là, par exemple, de la France. En tout cas, il y avait tout un paquet de pays qui étaient représentés. Là. Je pense à la France parce que j'ai ma collègue Julie, postdoc à côté de moi, mais des États-Unis, tout ça, en postdoc au Québec. Donc, on avait vraiment là, ces quatre branches-là qui étaient représentées là, dans les données. Excellent. Dans un autre transparent qu'on a vu aujourd'hui, il y en a un qui parlait beaucoup des enfants et de la différence homme-femme. On se demandait dans le tiers qui a mentionné avoir au moins
un enfant, combien sont des hommes et combien sont des femmes? Oui, il faudrait que je retourne voir dans les données. Effectivement, c'est une question qui est intéressante, mais malheureusement, on n'a pas là, cette donnée-là Ni dans le rapport non plus? Non, effectivement, on ne l'a pas dans le rapport, mais je pourrais retourner. Là, ça me ferait plaisir là, de partager. Si les réseaux sociaux des fonds de recherche veulent faire un suivi sur la question, là, ça nous fera plaisir là, de... À mon souvenir, c'était pas significativement différent. Sinon, on l'aurait peut-être mentionné. Oui, à mon souvenir, c'était quand même assez, c'était assez similaire, mais ça demanderait à être vérifié. Ouais. Je poursuis aussi. Ici, on parlait dans la formation. Est-ce qu'il y avait inclus la vulgarisation scientifique? C'est un élément clé pour contribuer à l'acceptabilité sociale des innovations développées par les chercheurs, nous posait quelqu'un qui a regardé la présentation. Ouais. Après, il y avait un volet communication. En fait, je pense que c'est plutôt inclus là, où là, plutôt les postdoctorants étaient satisfaits. On va dire, il y avait 65% de satisfaction par rapport à la formation, à la communication. Je pense que c'est tout type de communication, à la fois vulgarisation. C'était inclus là-dedans tout ce qui était mobilisation des connaissances, par exemple. Donc, oui, effectivement, c'était... Oui, contact avec les médias qu'on peut faire en tant que jeune expert, on va dire, quand on a un doctorat. Donc, c'est ça. Tout à fait. Également, dans les questions qu'on a reçues par courriel, il y a quelqu'un qui nous demande si les postdocs rencontrés, considèrent-ils qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à réaliser un postdoc ou il s'agit plutôt d'un passage obligé ou d'un attendant? Comment vous l'avez perçu dans vos rencontres? Bien, c'est certain que je pense que il y a eu des données quantitatives là-dessus, mais si je parle peut-être plus de ce qui était ressenti dans le cadre des groupes de discussion, je pense qu'il y avait une valeur ajoutée pour ceux qui allaient y gagner une expérience différente que durant leur doctorat. Ceux pour qui il y avait une certaine lassitude, c'est là où on se disait, bien là, j'ai l'impression d'avoir fait un peu la même chose, ou là, oui, effectivement, c'était juste un en attendant. Mais pour ceux qui vraiment, allaient développer des compétences, disons, extra, là, oui, il y avait vraiment une valeur ajoutée. Chez ceux qui allaient à l'international aussi, des fois, ils disaient, bien oui, moi, par exemple, c'est une expertise que je suis allée développer, ensuite, je vais revenir au Québec, puis je vais pouvoir, bon. Mais donc, oui, de manière générale, il y avait ça. Pourtant, il y avait quand même certaines personnes qui nous rapportaient qu'ils étaient un peu déçus du fait qu'ils avaient l'impression finalement de juste répéter leur doctorat. C'est quelque chose qu'ils nous disaient, en fait. Bon, moi, je m'attendais à gagner un peu plus en autonomie, je m'attendais à... Ben, comme vous voyez, là, vous avez vu les résultats, la formation à la recherche, à proprement parler, c'était 50-50. C'était très mitigé par rapport à la satisfaction, par rapport à cette formation à la recherche supplémentaire. Quelque chose qui ressortait beaucoup, ça me fait penser à ça, c'est que les gens nous disaient beaucoup, ça dépend de qui j'ai rencontré. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect-là du réseautage, entre guillemets, là, de... Est-ce que dans le cadre de mon postdoc, j'ai pu côtoyer des gens qui vont avoir un impact significatif pour ma carrière? Ça, par contre, ça peut prendre quelques années à apprécier cette chose-là. Quand on est en plein dedans, c'est un peu difficile de le dire. Mais il y a des gens qui étaient là dans nos groupes de discussion qui, par exemple, avaient conclu leur postdoc, qui maintenant étaient en emploi, puis qui nous disaient « Ah, bien moi, c'est durant mon postdoc que j'ai eu la chance, par exemple, d'avoir une expérience dans telle équipe, puis que finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a offert un poste. » Donc, il y avait beaucoup de l'informel aussi là, qui était important. Là. Excellent. D'autres questions qu'on a reçues par voie de courriel se posaient en fait surtout sur la différenciation entre les femmes et les hommes au postdoc. Est-ce qu'on peut faire sortir quelques éléments par rapport à ça? Oui, bien, vas-y. Ben là, clairement, ce qui ressortait, c'est que pour avoir des enfants, le projet familial, c'est plus pénalisant pour les femmes que pour les hommes. En tout cas, c'est ce qui nous était rapporté, là. C'est ce que les femmes disaient, là. Oui, c'est ça. Parce que ce que les femmes disaient, c'est aussi en termes de... Il y avait quelque chose aussi de l'espèce de pression de l'âge versus le moment du projet de famille. C'est-à-dire que beaucoup nous disaient, bien moi, j'avance en âge, je sais que c'est une décision que j'ai à prendre, à savoir est-ce que je veux des enfants, quand est-ce que je les veux, puis tout ça. Alors que les hommes ont peut-être moins cette pression-là par rapport à l'âge, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup. Oui, puis dans quel contexte? Si c'est un contexte de déménagement ou de déracinement, ça peut être difficile. Hein. Oui, c'est ça, parce que même si on parle, par exemple, d'assurance, pour ceux, par exemple, qui allaient à l'international pour le postdoc, il y en a qui nous disaient, bien, tu sais, moi, je veux dire, après vivre ma grossesse à l'étranger, ça veut dire recevoir des soins médicaux ailleurs, puis tout ça, donc ça, c'est pas couvert. Ou, tu sais, je dois détenir une assurance privée qui,
malheureusement, j'ai pas les moyens de me la payer. Donc, tu sais, ça complexifiait un peu les choses. Puis, ce que les gens nous disaient aussi, puis il y avait certains hommes là, qui avaient des enfants aussi, mais ils disaient, oui, tu sais, moi, j'ai pu prendre congé, puis tout ça, mais je prenais pas nécessairement le risque, par exemple, pour ma santé à moi, tu sais, de mener une grossesse durant cette période-là, puis de peut-être devoir me retirer pendant une période. Donc, il y avait un petit peu plus de risque quand même, là, disons-le, là, chez les femmes. Là. Oui, et puis chez les hommes, c'est peut-être la séparation de la famille qui peut être difficile à vivre aussi. Ceux qui ont déjà une famille et puis qui doivent partir ailleurs pour faire un postdoc et se perfectionner, mais qui sont séparés de leur conjointe et de leurs enfants pendant une période. Ouais. Mais autant hommes que femmes rapportaient apprécier la flexibilité qui venait avec ça. Ça, c'est quand même important à mentionner. C'est-à-dire qu'il y en a qui disaient, moi, oui, il y avait des risques. Oui, peut-être que j'allais perdre en productivité. Oui, tout ça. Mais moi, je me suis quand même dit, bien, quand est-ce que dans ma vie, je vais avoir la chance de gérer mon horaire moi-même? Bien, pour vrai, au postdoc, j'ai cette chance-là. Alors, allons-y. C'est quand même à nuancer. Là. Voilà. Parfait. J'ai 2 dernières questions. Oui. Un petit commentaire. Une qui était assez, je dirais, existentielle. Ah, d'accord. À la suite de votre rapport, en fait, là, il y a quelqu'un qui nous a demandé si vous considérez qu'il est toujours pertinent de réaliser un postdoc. Vaste question. Ça fait rire, Julie. Oui, c'est ça. Ça dépend du projet qu'on a, c'est sûr. Ouais. C'est vrai que si on veut continuer dans le milieu universitaire, avoir une carrière en recherche, vaut mieux continuer en postdoc. Après, si on se dit, finalement, c'est pas ma vie, j'ai pas envie de faire ça ou j'ai envie de faire complètement autre chose, c'est libre. Je veux dire, le jeu est ouvert. Il ne faut pas se laisser de barrières. Je pense que vraiment, là, si on y va avec une conclusion, peut-être, puis c'est une conclusion plus générale là, finalement, mais cette question-là fait tout à fait, fait écho à ça. Là. Je pense que vraiment, cette idée-là, qu'il faut qu'il y ait un projet. Comme je l'ai dit, il ne faut pas que ce soit juste un en attendant. Il ne faut pas que ce soit un passage obligé. Il faut que ça mène vers autre chose. Et ça fait appel à la question des compétences, mais aussi l'entente de collaboration de laquelle on parle. Tripartite entre l'institution, que ce soit universitaire ou ça pourrait même être en industrie, si le postdoc est réalisé en industrie, les fonds de recherche et le postdoc. C'est un peu cette idée-là que nous, on avait. C'est-à-dire que on met carte sur table sur, OK, c'est quoi le maintenant, puis vers quoi est-ce que le postdoc veut aller? Qu'est-ce qu'il veut développer? Cette année-là, ces 2 années-là, ces 3 années-là, elles vont servir à quoi? Pour pas que finalement ce soit un temps qui n'est pas perdu, parce que finalement, c'est sûr que la personne va s'être développée d'une certaine manière, mais quand même, que ce soit porteur puis utile. Oui, que ce soit accepté par tout le monde, y compris par les superviseurs, l'université, que peut-être que la personne, elle est là en formation ou en perfectionnement à la recherche, mais que c'est pour aller vers autre chose ensuite, en tout cas, qu'elle a un autre projet professionnel. Ouais. Et c'est important de faire un bilan de ses propres compétences en tant que postdoc, parce que des compétences transversales et pas forcément que des compétences en recherche. Oui, c'est ça. Mais il faut que ce soit un tremplin, en fait, effectivement. Là, je pense que c'est le message qu'on veut envoyer. Et ça mérite donc d'être très clair dès le début vers quoi est-ce que ça va mener. Même si on ne peut pas savoir exactement où est-ce qu'on va être rendu dans 5 ans, mais quand même, qu'est-ce que je veux développer de plus à ce moment-ci dans ma carrière pour que ce soit justement un tremplin vers autre chose. Ce n'est pas une fin en soi. Une autre question concerne les différences que vous avez perçues lorsque vous avez questionné lors de focus group ou lors des questionnaires. Est-ce qu'il y avait des différences au niveau des secteurs de recherche, même des disciplines? Je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Oui, effectivement. Puis nous, on a décidé de ne pas le traiter. On a été étonnés du fait qu'il n'y en avait pas tant que ça. Finalement, là, mais quand même, ce qui ressort, et dans le rapport, vous pourrez le voir, là, on fait référence à ça là, à certains moments, là, mais c'est certain que le fait d'être dans des grosses équipes de recherche, puis ça, on les retrouvait surtout, par exemple, dans certains domaines, par exemple, là, en santé, là, des gros laboratoires, là, par exemple, des gens là, qui étaient, là, que ce soit là, dans des éléments plus biochimie ou des choses comme ça, ou pharmaceutiques. Mais aussi dans certains laboratoires, là, un peu plus là, en physique, tout ça, où là, la compétitivité était peut-être un petit peu plus importante. Et là, justement, ces questions-là, quand on parlait du fait que les gens étaient prêts à accepter un statut précaire parce que ça leur donnait un certain prestige d'être dans telle équipe, ça, on le retrouvait plus dans ces contextes-là. Et il y a des gens, par exemple, dans le domaine plus des arts, des sciences humaines, tout ça, qui nous disaient, bien, moi, là, j'ai beaucoup plus de latitude, parce que dans une même salle, là, par exemple, on pouvait avoir des gens en chimie puis quelqu'un en littérature. Puis des fois, les gens en littérature se retrouvaient moins dans certains discours parce qu'ils disaient « Ah non, moi j'enseigne. » Moi, il semblait avoir un petit peu plus de liberté. L'idée du 9 à 5 n'était pas là du tout. Là. Ça, il y avait vraiment, par exemple, eux le voyaient beaucoup plus comme un temps pour travailler sur leurs choses, ce qui était peut-être un peu moins le cas dans des énormes équipes comme on peut retrouver un petit peu plus dans le domaine de la santé et de la technologie. Sans vouloir faire de grands constats parce qu'il existe quand même là, des différences, là, mais c'est ça.
Et puis aussi, il y avait une problématique quant à l'appropriation du sujet de recherche dans les grosses équipes. C'est-à-dire que les gens avaient l'impression de répondre à un mandat précis, on va dire, de livrer, de faire telle production, tel article, mais pas forcément de construire leur propre projet de recherche. Oui, c'est ça. Alors que dans des domaines plus les sociétés et culture, si on y va vraiment par trois fonds, peut-être qu'il y avait un sentiment un petit peu plus de liberté, tout ça. Et il y avait des gens qui nous disaient aussi dans certains domaines, bien moi, il y en a des opportunités d'emploi. Là, je me rappelle d'une postdoc qui était là, qui, elle, faisait son postdoc dans un département de droit, qui nous disait, moi, je le sais que je vais avoir un poste un jour. Elle dit, moi, mais il fallait que je perfectionne telle chose. Moi, je voulais creuser ça parce que je me serais pas sentie prête et de toute façon, le milieu demande, c'est pas nécessairement une exigence, mais le fait d'avoir un postdoc, mais il y avait peut-être moins cette espèce de crainte-là qu'ailleurs. Puis l'idée des 2-3 postdocs, ça se retrouvait peut-être moins dans ces secteurs-là aussi. Là. Ouais. Merci. En terminant, des questions qui reviennent souvent. Est-ce que le rapport sera traduit en anglais? Puis, quelles sont vos prochaines actions comme membre du CIE pour aller parler de ce sujet-là? Le rapport, oui, il y a une version anglaise là, qui a été traduite, qui va être disponible en ligne là, sous peu, en fait, qui est en révision actuellement. Nous, nos prochaines étapes, comme Julie a pu le présenter, comme vous avez vu, par piste d'action, on a identifié les acteurs qui ont le pouvoir là, finalement de mettre en place certaines choses. Donc, nous, au CIE, de la manière dont on fonctionne, bien oui, on est un comité conseil. Donc, finalement, bien, rencontrer ces acteurs-là, leur faire part un peu de nos conclusions, ce sur quoi on se base, donc faire porter la voix là, des postdocs qu'on a rencontrés. C'est vraiment ça, nos prochaines étapes. Merci beaucoup, Dorothée et Julie, pour votre magnifique présentation. C'était très clair. Merci à vous qui étiez en ligne d'avoir participé à cette discussion-là, de partager par la suite autant la vidéo que le rapport qui est disponible dès maintenant sur la page du Comité intersectoriel étudiant sur le site du scientifique en chef. Je vous suggère de nous suivre là, sur les différents médias sociaux, dis-je, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, où vraiment les publications sont adressées à la relève en recherche. On a même un mot-clic « Communauté FRQ » là, qui commence à circuler. Si vous êtes plus intéressé aux activités du scientifique en chef, à la vulgarisation scientifique, à l'actualité scientifique, bien, suivez Rémi Quirion, le scientifique en chef, sur sa page Facebook. Une publication par jour, on parle d'actualité scientifique et bien sûr les comptes Twitter des 3 secteurs de recherche, des fonds de recherche, c'est-à-dire le fonds santé, le fonds société et culture et le fonds nature et technologie. En mon nom, Julien Chapdelaine, et au nom du comité intersectoriel étudiant, on se dit à la prochaine.